Hop. Voilà, donc c'est parti. Bonjour à toutes. On est donc réunis aujourd'hui pour une masterclass. Masterclass. Alors, ce que je veux faire dans les programmes des masterclass, c'est revoir à chaque masterclass une hormone. Euh, Prendre l'angle d'approche d'une hormone. Et là, donc, la première, je veux reparler de la progestérone parce que c'est quand même une hormone très, très importante pour nous, les femmes. Et en la préparant, je me suis dit, bon, bah, j'avais déjà fait la précédente masterclass sur la progestérone, donc je voulais avoir un nouvel angle d'approche. Et finalement, ce qui est venu, c'est de vraiment vous faire déjà une masterclass qui sera un peu en forme de grosse introduction de tout ce cursus de masterclass de 6 mois sur les hormones, sur le syndrome de la femme pressée. Finalement, je me suis dit, il faut vraiment que je vous parle de ça parce que c'est hyper important. Celles qui ont eu des cours avec moi, j'en ai déjà un petit peu parlé. Peut-être il y en a parmi vous qui, du coup, ont lu le livre. Mais en tout cas, là, ben, du coup, dans cette masterclass, je vais vous faire une grosse synthèse de ce livre. Et du coup, et voilà, c'est ce que j'ai décidé. Et après, vous verrez les autres masterclass. Celle de mars, on parlera des œstrogènes à tous les âges de la vie d'une femme. Celle de et ensuite, on déroulera comme ça, voilà, insuline, cortisol, thyroïde, etc. En faisant des liens, bien sûr, à chaque fois entre toutes les hormones, puisque, bah, bien sûr, c'est tout ça est en lien, notre système endocrinien et fonctionne en lien. Ah, super, vous êtes 13, donc il y a eu pas mal d'arrivées. Bonjour à celles qui arrivent en cours de route. Et voilà. Donc, je vous mets mon diaporama. Vous n'hésitez pas à dire si ça s'affiche bien ou pas. Hop, on va le mettre en diaporama. Ah non, alors ça va pas. Parce que comme j'ai deux écrans, du coup, il me fait un bazar. Ça, j'ai pas encore dompté Zoom pour qu'il me fasse pas de bazar quand je mets deux écrans. Donc, je vais enlever l'autre écran. Ce sera plus simple. Et comme ça, je vais pouvoir vous partager juste. Donc, les participants, c'est OK. Le chat, je le mets dans un petit coin. Et je peux vous afficher ça en diaporama. Voilà. Euh, c'est pas grave. Hello Sarah. Hello celles qui viennent d'arriver. Alors voilà, du coup, ce que je disais donc aujourd'hui, une masterclass sur le syndrome de la femme pressée. J'essaye de tenir en 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui est important, je vous ai fait aussi 2 horaires pour que vous n'hésitiez pas à poser des questions pour que moi je puisse voir du coup à peu près où vous en êtes de la compréhension des choses et de votre appréhension, voilà, des domaines de la physiologie, la naturopathie. Donc n'hésitez pas à poser des questions. J'espère tenir voilà en, en 1 heure et demie grand maximum. J'espère voilà. Ça va dépendre un peu du nombre de votre questions, mais pour l'instant c'est ce que je vais faire. Alors. Du coup, ce mot de syndrome de la femme pressée, ça vient de ce livre euh, sur lequel je suis tombée il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, il y a encore Marine qui arrive. A été écrit. Alors, manifestement, il y a d'autres personnes qui ont pu parler de ce syndrome, mais moi, je le connais surtout par voilà, cette docteure Libby Weaver, qui est une biochimiste, nutritionniste australienne et qui a exercé la diététique en Nouvelle-Zélande. Bon, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui de son exercice, mais en tout cas, et elle a fait donc elle a écrit plusieurs livres. Au départ, étant donné qu'elle était diététicienne, ses premiers livres c'était surtout sur la question de l'amaigrissement. Euh, et puis, de fil en aiguille, elle a élargi sa compréhension des choses à ce syndrome de la femme pressée. Et je trouve ça hyper intéressant pour nous, naturopathes, de lire son livre, de voir son approche, parce qu'en fait, elle a vraiment une approche holistique
et elle a une approche où elle décrit le comportement des femmes pressées. Elle analyse l'impact de ces comportements sur la santé et du coup, comportement, signe, pour pas dire symptômes, mais on est derrière, on est symptômes, dérèglement du métabolisme, etc., etc. Elle a nommé ça le syndrome de la femme pressée. Donc, elle donne dans ce livre vraiment des clés pour le comprendre et prendre soin des femmes. Et aujourd'hui, vous verrez, moi, quand j'ai lu ça, d'abord, je me suis reconnue plus, et j'ai reconnu beaucoup de ce que me racontent les femmes dans les cabinets de naturopathie, dans mon cabinet de naturopathie. Donc, je me suis dit, bon, vraiment, là, on tient un sujet qui nous permet de comprendre le comportement des femmes et ce qui les amène à tous ces dérèglements hormonaux et notamment cette explosion des SPM, cette explosion des SOPK, voilà, ce malaise ressenti par les femmes aujourd'hui, voilà. Et si on aborde ça, c'est pas pour mettre l'anathème sur les femmes et leur dire, parce que j'en ai parlé à ma sœur qui m'a dit, encore, c'est pas très féministe tout ça. Si, au contraire, leur faire comprendre, leur faire leur fonctionnement interne, arrêter qu'elles subissent leurs hormones, c'est bien pour qu'elles reprennent le pouvoir sur leur vie et qu'elles arrêtent de subir. Voilà. Alors, cette notion de femme pressée, ça fait référence, je vais arrêter le chat pour un petit moment, je reprendrai pour prendre des questions, ça fait référence à la pression que se mettent les femmes. Elles sont pressées parce qu'elles se mettent la pression et elles sont pressées dans le sens où il y a un sentiment aussi d'urgence permanent euh, pour être parfaites. Parfaite, souvent, on a cette injonction de perfection hein, qui nous a été inculquée par l'école, par la culture, éventuellement par nos parents, qui valorisaient dès qu'on faisait des choses parfaitement, la meilleure note à l'école, etc. Donc, on a un peu cette injonction à être parfaite. On a envie d'être parfaite. On a envie de répondre à toutes les sollicitations de notre entourage. Vous savez, je parle à la première personne parce que je me sens, voilà, je me sens inclus dans le truc. Et d'avoir un agenda. Et on a souvent chez les femmes un agenda bien trop rempli, sans pause, sans temps pour elles. Euh, et le contexte actuel, donc ça c'est déjà un terreau assez important pour se retrouver comme ça sur cette façon de fonctionner sous pression, hein. Et en plus, on a dans le contexte actuel, avec les mails, les réseaux sociaux, on a tout le temps nos appareils qui nous rajoutent en fait des stimuli à vouloir répondre toujours aux mails dès qu'il arrive, répondre aux textos, répondre aux sollicitations des uns des autres. Euh, et aussi ces réseaux sociaux qui nous donnent cette injonction, là pour le coup, à être parfaite aussi sur les réseaux sociaux, à être belle, à être fine, à être jeune. Bon, en plus la jeunesse est de trop, encore une fois, bien voilà. Et tout ça, ça amplifie la pression sur les femmes. Et alors, le sous-titre de ce livre de Libby Weaver, c'est l'impact des to-do list infernales sur votre santé. Et j'ai bien aimé aussi ce sous-titre est assez rigolo dans la version voilà, française, je ne sais pas ce qu'il en est. Euh, donc, on se met dans notre agenda des tas de choses à faire. On a des tas de mails à répondre, on a des tas de sollicitations sur les réseaux sociaux qui nous happent tout le temps. Et du coup, ça nous met dans une posture particulière. Donc, on va regarder justement, alors vous voyez, j'ai fait ce diaporama avec beaucoup d'images de femmes, parce que on parle d'elles en fait. Et les femmes, quand elles vont venir dans vos cabinets, ben, elles vont pas vous dire j'ai telle hormone qui va pas, j'ai telle hormone qui va pas. Alors bien sûr, avec le questionnaire, vous allez pouvoir un peu euh, mettre en background une compréhension physiologique, mais surtout, ce qui est très important, c'est de comprendre que les femmes qui vont venir vous voir elles vont vous parler vous allez les questionner sur comment elles se sentent, comment elles se comportent. C'est notre grand truc à nous, les naturopathes, c'est l'hygiénisme. Aujourd'hui, on parle plutôt sous forme de comportement. Euh, je regarde si tout va bien dans les... Ah, est-ce que Charlotte...
Sylvie qui arrive. Est-ce que Charlotte, voilà, a pu résoudre son problème de son? Donc voilà, donc nous, quand on interroge les gens sur l'hygiène de vie, comment vous mangez, comment vous dormez, quel est votre rythme de vie, quel est votre stress, évidemment, ça parle de comportement. Et c'est là voilà, où ça m'intéresse. Et c'est vraiment notre spécificité, nous les naturopathes, et de faire des liens entre ces comportements et les ressentis. Comment je me sens? Vous avez vu que le questionnaire est beaucoup basé sur des ressentis. Donc, on va voir c'est quoi ces comportements et ces ressentis de la femme pressée. L'impact sur le système nerveux, pour l'instant, je vous ai dit que je vais surtout vous parler des hormones, mais là, dans pre- cette première masterclass, j'ai envie aussi de vous parler du système nerveux. Et on va voir ensuite, évidemment, les déséquilibres endocriniens. Euh, ouais, Charlotte sort de Zoom et revient. Je suis désolée si tu n'as pas de son. Tout le monde, ça marche normalement pour tout le monde. Merci de l'aider, Véronique. Et donc, l'impact sur le système nerveux, et on va parler aussi évidemment des déséquilibres endocriniens. Quel est l'accompagnement naturopathique pour ce type de femme et comment soutenir la progestérone, puisque je vous dis, dans cette masterclass, j'avais envie de poursuivre un peu plus sur la progestérone dont j'avais déjà parlé. Donc, les femmes pressées, voilà leur comportement et leur ressenti. Donc, voilà, typique, ce que je vous disais, avec ces petits objets magiques et diaboliques. Nous sommes en permanence sur nos petits téléphones. Et ce qui est rigolo, c'est que dans le livre même, donc dans ce livre de Libby Wilder, elle pointe aussi le fait que, typique de la femme pressée, celle-ci va même aller aux toilettes avec son téléphone pour continuer à trier ses mails, ses messages, voir s'il n'y en a pas un qui a été loupé, etc., etc. Donc ça fait partie vraiment de ces objets diaboliques qui nous rendent encore plus sous pression. Donc voilà ce que va nous dire une femme pressée. Elle va nous dire, je suis hyper occupée, je suis débordée, et souvent, elle est contrôlante. Voilà, elle a plein d'activités. Et c'est dans le cas que nous a présenté la semaine dernière Isabelle, qu'elle nous a posé ce mot de contrôlante, en fait. En fait, elle est tellement sous pression, vous verrez aussi dans le fonctionnement que voilà, elle est tout le temps dans une espèce d'urgence interne physiologique, que s'il y a trop de choses qui arrivent en plus, ça va faire de la panique. Et donc, comme elle a peur de paniquer, elle va essayer de tout contrôler, ce qui peut arriver. À l'intérieur d'elle-même, comme elle est sous pression, on va encore le voir hein, d'un point de vue physiologique, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle va souvent réagir de manière excessive à tout stimuli. Et vous avez probablement vu dans une des questions que j'ai mis qu'il y a dans le questionnaire sur les hormones, il y en a une qui dit je suis, euh, je suis moins résistante au stress qu'avant. C'est ça, en fait. C'est toute petite nouvelle chose un peu contrariante, un coup de fil de son mari de son compagnon, de sa compagne qui lui dit quelque chose où on sent de la contrariété, indifférent avec quelqu'un. Tout ça, ça va être pris de façon plus excessive par rapport à la normale, en fait. Et parfois, cette femme pressée va le dire, elle va exploser, ou d'ailleurs, elle va plutôt exploser dans le cadre familial vis-à-vis de ses enfants, mais elle va se contenir évidemment dans le cadre social, hein. Elle va pas forcément extérioriser cette façon excessive qu'elle a de réagir. Moi, je me souviens très bien, hein, le démarrage de mes premiers ressentis de SPM, hein, avant que je fasse de la naturopathie et qui m'ont ramené justement à vraiment m'intéresser à ces questions féminines, c'était que je rentrais chez moi après des journées où je me sentais vraiment sous pression, très stressée, et en fait, finalement, c'est sur mes enfants que j'explosais. Et c'est là où, effectivement, ça fait partie du syndrome de la femme pressée, c'est parfois se sentir une mauvaise mère, une mauvaise compagne, une mauvaise amie, parce que tout ce qu'elle va contenir, en fait, à un moment donné, va s'extérioriser. Et
plutôt dans le cadre familial. Elle se sent fatiguée et tendue. C'est-à-dire que c'est pas une fatigue où je suis épuisée, bah, je vais me relâcher et puis je vais sur mon hamac et puis tout va bien. Non, il y a de la tension derrière, il y a de la peur il n'y a pas d'autorisation à se reposer sans culpabiliser. C'est fou, moi je parle souvent du repos nécessaire pendant les règles et il y a des femmes qui m'ont dit ah ouais, on a le droit de se reposer quoi. Enfin, c'est culturellement aussi très imprégné qu'une femme doit tout le temps être en mouvement pour s'occuper de tout le monde, de la maison, etc., etc. Une femme pressée rit moins que par le passé, se sent nerveuse si elle n'a pas son téléphone sur elle, gère ses mails, ses réseaux partout, c'est ce dont je vous disais, et parfois peut accuser autrui de la stresser alors que son stress, il est vraiment intérieur. Moi, ça m'est arrivé aussi plus récemment avec mes compagnons, mon compagnon, le précédent et celui-là, des fois de me voir lui dire mais arrête de me stresser, alors que en fait le stress, il est vraiment à l'intérieur, déjà présent en fait. C'est juste encore une fois une façon de dire voilà. Ok. Merci Jessica. Effectivement, Charlotte, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas de son. Normalement, tout le monde est là et en a. Voilà, Véronique dit, je me reconnais bien dans ces affirmations. Euh, euh, oui, oui, Merci de ce partage. Je pense que chacune, vous pouvez réfléchir à comment vous vous reconnaissez et c'est déjà un premier pas aussi pour vous dire comment vous pourrez accueillir aussi ce type de femmes dans vos cabinets. Tout à fait. Et donc, en termes d'alimentation, qu'est-ce que ça va donner en général? Elle a besoin de café pour se sentir opérationnelle. En fait, cette espèce de tension vers un but d'agir. Évidemment, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais c'est justement pour comprendre en fait pour essayer de typologiser, hein. Après, il y aura mille nuances, hein. Mais souvent, elle a besoin de café pour se sentir opérationnelle et faire face à cette vie très remplie et très pleine de challenges qu'elle vit. Et du coup, elle prend des cafés. Moi, j'en connais beaucoup, hein, des femmes à qui j'ai pu conseiller, essayer de conseiller d'arrêter le café, qui me disaient, mais c'est impossible pour moi, le matin, j'ai besoin de mon café, sinon je me sens pas bien. Je me sens triste, je me sens... On y reviendra aussi pour quelle typologie, après, de profil hormonal, ce café est vraiment encore plus nécessaire. Ça peut être le besoin aussi de chocolat, qui est un excitant. Et au moment où elles ont besoin de se détendre, où elles vont se détendre, là, il va y avoir besoin d'alcool. Et on l'a d'autant plus vu, moi je l'ai d'autant plus vu, des témoignages de ça dans les périodes de confinement, ça a été exacerbé. Bah, ces femmes qui avaient là tout à coup à faire école, gérer la maison, gérer peut-être des fois un travail qui continuait, et qui me disaient, ben moi, on a pris l'habitude de prendre un apéro quoi, pour se détendre, et elles ont du mal à se détendre sans cet alcool. Jessica dit qu'elle se reconnaît aussi sur certains points et Isabelle que elle a changé de vie pour plus subir ça. Souvent, elle est sujette à des fringales de sucre, notamment en milieu d'après-midi et à l'approche des règles. Un manque de sérotonine clairement, mais aussi un besoin, on verra pourquoi aussi cette fringale est dans cette typologie-là par rapport aux hormones. Et souvent aussi, ben, vous allez voir pourquoi ça peut enclencher ce comportement, une prise de poids. Souvent, du coup, elle va se mettre aussi en restriction calorique parce qu'il y a une prise de poids, notamment au niveau du ventre, en lien avec les désordres hormonaux sous-jacents. Donc, c'est une femme évidemment qui, dans son envie d'être Wonder Woman sur tous les plans, veut aussi avoir une silhouette parfaite, des abdos, même si elle n'a pas forcément toujours le temps d'aller faire son pilate, et voit en fait son ventre qui gonfle, et du coup, ça lui va pas du tout. Son ventre peut aussi gonfler à cause de désordres digestifs, on y reviendra. Alors, typiquement, elle mange sur le pouce, sans mâcher. Bah, ça fait partie de l'urgence. Tchouk, tchouk, tchouk.
Elle teste évidemment, elle peut tester des fois tous les régimes à la mode pour essayer voilà, de trouver une solution à cette injonction d'être parfaite aussi écolo, d'être parfaite aussi physiquement, voilà. Et ben, au bout d'un moment aussi, elle peut perdre le goût de cuisiner par manque de temps, hein. Donc les signes cliniques clairement associés à ce syndrome, ça va être le SPM. Pour celles qui ont encore des règles, hein, typiquement, elle va être sujette au SPM, aux règles abondantes, au SOPK, à la ou à une ménopause vraiment débilitante, c'est-à-dire vraiment qui l'affecte beaucoup avec énormément de bouffées de chaleur, qui la réveille toutes les nuits, etc., etc. Alors, derrière, elle peut alterner. Alors, Charlotte qui rentre. J'espère que Charlotte, ça va aller pour cette fois. Derrière, elle peut alterner entre des phases d'hypothyroïdie et d'hyperthyroïdie. Alors attention, parce que vous allez voir que c'est pas si clair et vous allez voir à l'usage de ce questionnaire que parfois on aimerait bien que ce soit si simple, que ce soit juste l'un ou l'autre, mais souvent dans ces cas-là, c'est plutôt un yo-yo que la femme vit. Elle dort pas toujours d'un sommeil réparateur, n'a pas de vacances reposantes, même pendant les vacances. La tension est là en fait. Elle a des problèmes digestifs souvent syndrome de l'intestin irritable, hein, c'est ça ce SII, syndrome de l'intestin irritable, des ballonnements. Évidemment, comme elle mange à toute vitesse, que son corps est en permanence, on va le voir sous un régime orthosympathique, et ben en fait souvent bah, ça amène à une mauvaise digestion. Son foie est engorgé, malmené parce qu'il y a le café, l'alcool, le sucre. Elle a souvent du brouillard mental, du mal à se concentrer. Alors non seulement elle est soumise à énormément d'activités, mais en plus elle a du mal à y faire face parce que son brouillard mental, d'où aussi le bienfait des fois de l'apport du café pour essayer de clarifier tout ça. Pardon. Elle respire de façon rapide et superficielle, se sent essoufflée, soupire fréquemment. Donc c'est là où ça va être intéressant de travailler sur les questions de respiration et parfois à des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, vitiligo. Moi, j'ai noté ça en pensant à quelques clientes et aussi à une amie à moi qui s'est retrouvée, mais ouf, je dure, elle a commencé un peu son vitiligo là, à la trentaine et aujourd'hui, elle a 45 ans, elle a du vitiligo partout, quoi. C'est ces taches blanches de dépigmentation qui sont typiques d'un gros stress. On est sur après des problématiques qui peuvent s'enclencher, d'auto-immunité, etc., etc. Alors, il y a plusieurs interventions. Je vais vous lire. Et Nora dit clairement, j'ai l'impression de me reconnaître il y a quelques années pendant la dernière année de ma thèse, première année de postdoc. Maintenant, c'est totalement différent. Mais oui, clairement dans ce cas de figure. C'est fou, je ne pensais pas que c'était un syndrome particulier. Je le vois différemment. Du coup, maintenant, je me mets le livre dans la liste des achats à venir. Ouais, je vous le conseille vraiment de le lire. Il est passionnant, ce livre. Il va dans plein de détails, de comportements, etc. Et effectivement, tout ça, quand on dit une psychologie, un type d'alimentation et des signes cliniques, ben, on peut qualifier ça de syndrome. Et pour le coup, voilà, le terme syndrome, c'est pas une pathologie. Une femme comme ça va aller voir son médecin. Ça se trouve, tous les taux sont OK, hein. Euh, Elle va aller voir sa gynéco qui va lui dire, bon, bah, pour le SPM, je sais pas quoi vous donner, peut-être la pilule ou quoi. Mais ben, nous, justement, là, on est vraiment, c'est là où on est complètement dans notre légitimité d'agir. On va être dans la prévention et la prise en compte comme ça d'un tableau global qui nous est, voilà, qui nous est présenté. Karine Tilly, moi aussi, je me reconnais à 100% et j'ai ce sentiment terrible d'être une mauvaise mère, car toujours irritable, mais surtout épuisée. Voilà, Karine, donc c'est exactement ça en fait, hein. Moi, je l'accueille et je le dis aussi sans jugement. Moi, je pense être encore un petit peu une femme pressée. C'est tout un chemin de déconstruction auquel on va avoir à faire pour sortir de ça. On est un petit peu moins impacté parce qu'on est naturopathe, mais... Alors, Enora demande est-ce qu'on peut dire que la femme pressée est en burn-in juste avant le burn-out?
Ça pourrait être effectivement tout à fait ça, Enora. Et parfois, il y en a même qui frisent entre qui font des alternances entre burn-in et burn-out. Parce que le burn-out, on peut avoir l'image de quelqu'un qui s'écroule, qui peut plus se lever. Mais en fait, le burn-out, ça peut être, on peut être dans un proche burn-out, quasi burn-out, simili burn-out, continuer à arriver à essayer de fonctionner et pas être au fond de son lit, hein. Donc, on peut avoir effectivement du burn-in ou du burn-out, effectivement. C'est une bonne façon. Mais quand on dit ça, quand on parle de burn-out, voilà, on n'a pas l'impression d'être dans ce syndrome-là. C'est pour ça que je trouve plus intéressant de parler sous cette forme de syndrome. Ok, Karine, c'est bien fini depuis longtemps cette période. D'accord, merci de nous rassurer aussi sur ça. Alors, j'avance. On va regarder du coup. Alors, par rapport à la santé des femmes, effectivement, ce qui est caractéristique, c'est, je vous ai mis ça à gauche, euh, en fait, le risque cardiovasculaire derrière est très sous-estimé. Et nous, c'est là où on a vraiment notre rôle pour ces femmes-là aussi de faire de la prévention. Euh, euh, les femmes ont au moins deux facteurs de risque cardiovasculaire, aucun suivi cardio et des chiffres de tension souvent élevés. Alors là, je le tempère parce que moi, ce que je vois dans ma clientèle, c'est plutôt de l'hypotension, hein. C'est plutôt de l'épuisement. Mais bon, là, ça peut aussi vriller en hypertension quand on est sur un terrain familial. Et je vous ai mis ce petit schéma parce qu'il y avait aussi le sous-diagnostic de la dépression postpartum, hein, dont on a parlé dans un cas avec Pauline. Donc là, c'est intéressant aussi, je voudrais trouver une enquête faite sur la santé des femmes par AXA Prévention, une mutuelle, et en fait qui nous donne des chiffres intéressants qui nous disent, en fait, les femmes s'occupent d'abord de la santé de leurs proches avant la leur. Souvent, elles vont pas chez le médecin, vous verrez les chiffres, et pourtant, elles sont soumises effectivement à ce risque cardiovasculaire. Et dans cette petite pardon, bulle violette, là, ce qui est intéressant, c'est les femmes ont tendance à imaginer, à minorer les facteurs de risque, le stress, le surpoids, la fatigue. Et c'est là où nous, on va vraiment avoir notre rôle d'accueil et de prévention. Alors, l'impact sur le système nerveux, euh, petit rappel sur le système nerveux, là on est sur le système nerveux. Ce qui va nous intéresser, c'est le système nerveux autonome, hein. Euh, et celui-ci est extrêmement affecté par le sentiment d'urgence. Ces femmes-là sont tout le temps dans l'urgence. L'urgence le matin de partir au boulot en s'étant occupé de la maisonnée ou soi-même, ou etc., ou les choses à faire. L'urgence au boulot de résoudre tous les problèmes des uns des autres, les mails, et l'urgence au retour à la maison, et l'urgence d'aller faire du sport, de caler dans son agenda tout un tas d'activités. Et donc, petit rappel, donc on a en termes de système nerveux, on a autonome, on a deux grandes branches, le para et l'orthosympathique. Moi, j'aime bien dire orthosympathique parce que c'est plus simple. Ça différencie bien quand on dit sympathique tout court. Souvent, on a du mal à faire la différence. Donc, le parasympathique, hein, c'est repos, permet le repos, les digestions, les éliminations, les réparations. Alors que l'orthosympathique, c'est notre système qui s'active quand il faut faire combat ou fuite, et en général, c'est en relation avec l'adrénaline. Et donc, chez une femme pressée, on a souvent une dominance de l'orthosympathique, évidemment. C'est comme si elle était tout le temps dans un sentiment de je dois faire face à un combat ou une fuite. Et donc, pourquoi? Parce que elle va rarement savoir dire non quand on lui demande de faire quelque chose. Donc, voilà, que ce soit au travail ou c'est elle qui va récupérer toutes les tâches en plus et dans son entourage familial. Elle cherche l'acceptation, l'assentiment, la reconnaissance et l'amour derrière ce je sais pas dire non. Est-ce que, bah, alors bon, il y a des hypothèses dans son livre, hein, elle va loin dans creuser cette hypothèse de derrière le mécanisme, c'est est-ce qu'il y a eu un manque de reconnaissance, d'amour, etc. Et donc une quête permanente de récupérer ça.
de pas se faire passer en premier. Donc, vous voyez, elle va s'occuper de tout le monde avant elle-même. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de culpabilité. Culpabilité, voilà, de finalement ne pas réussir à être la perfection qu'elle souhaiterait être, souvent d'avoir ce SPM où elle se met en irritation contre tout le monde, etc. Beaucoup, beaucoup de culpabilité de ne pas y arriver, etc. Et évidemment, derrière les comportements en cause, aussi dans le dérèglement du système nerveux, c'est la caféine. Caféine qui est un gros, gros stresseur du corps, production d'adrénaline directe et du coup, système nerveux orthosympathique immédiatement stimulé. Le manque de sommeil, une activité physique excessive ou insuffisante, le manque de moments de solitude pour que justement ce système nerveux se décharge. On l'a un petit peu parlé on a eu un petit échange sur la mise à la terre, mais les moments de solitude, la mise à la terre, c'est des moments où justement ce système nerveux qui est très surchargé, qui a beaucoup de stimulation, va pouvoir un petit peu revenir au calme, revenir en système parasympathique, et le manque de progestérone. Figurez-vous que quand une femme produit moins de progestérone, la progestérone est un système qui peut, enfin, est une molécule qui peut calmer le système nerveux. Et donc, vous voyez la relation entre manque de progestérone et système nerveux autonome et ce fonctionnement de la femme stressée. Donc, le fait que aussi les ovulations sont moins bonnes, on a moins de progestérone et la femme est encore plus soumise à ce dérèglement du système nerveux. Voilà, je vous aurais mis un petit schéma sur le système nerveux autonome. Donc, c'est donc bien ce système nerveux où il y a les deux branches parasympathique et orthosympathique, va réguler le rythme cardiaque, la digestion, la température corporelle, la tension artérielle, la respiration, la vessie. Bon, petit rappel. Mais pour vous dire que quand on n'est pas souvent en parasympathique, on risque aussi de pas bien digérer. Et quand je vous disais des problèmes digestifs, c'est aussi de pas bien mâcher, mais c'est aussi que ce système nerveux parasympathique est jamais là pour assurer les bonnes digestions et jamais est assez peu actif dans la journée pour assurer les bonnes éliminations, la détox. Alors, aujourd'hui, on met beaucoup l'accent dans le système nerveux parasympathique sur le nerf vague, qui est un des grands nerfs hein, qui part un nerf cérébral qui va innerver tout. Il y a deux branches, le nerf vague ventral et le nerf vague dorsal. Bon, aujourd'hui, il y a une théorie polyvagale. Je ne vais pas y rentrer tant que ça. Je pense qu'on pourra en parler plus à l'occasion d'ateliers sur la respiration, parce que fait, on parle beaucoup d'activer le nerf vague. Donc, le nerf vague fait partie de la branche parasympathique, hein. Et du coup, on se pose la question de comment l'activer. Puisque c'est lui qui va être anti-inflammatoire, qui va être relaxant, qui va être nécessaire justement au bon fonctionnement, notamment de tous nos organes à l'intérieur enfin, les organes vitaux, quoi. On regarde s'il y a des petites questions avant de passer à au suivant, clairement. Alors, hop, 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 hop. Ah, le café, dit Enora. Je ne pouvais pas commencer une journée sans mon café avant, ni tenir la journée entière. Maintenant, je prends occasionnellement juste pour le plaisir. Ça a pris plusieurs années de me sevrer. Merci Enora. Bah, ça vaudra le coup que tu nous expliques comment tu t'es sevrée, parce que c'est un vrai dossier. Moi, ce que j'arrive souvent à faire, c'est que les femmes, au moins de conseiller d'arrêter l'après-midi, mais c'est très difficile d'aller vers un arrêt complet, hein. Alors, la théorie polyvagale, Jessica, je dis, bon, on y reviendra. C'est un peu. Voilà. On y reviendra je pense qu'on y reviendra. C'est possible que j'aimerais bien qu'on l'aborde plus dans un atelier, en fait, à l'occasion d'une pratique. Justement, comment, avec la pratique, on peut travailler sur. Euh, le nerf vague peut répondre soit par le ventral, qui est plutôt bon, soit par le dorsal. Bon, on y reviendra.
Évidemment, quand on a un système nerveux qui est comme ça, autant déséquilibré, il peut y avoir derrière un ressenti d'anxiété. Moi, je reconnais, je reçois beaucoup de jeunes femmes qui me parlent de leur anxiété chronique. Alors, elle peut être activée par des difficultés relationnelles, la fixation sur la perte de poids, un stress financier, une mauvaise alimentation ou des préoccupations sur la santé. Donc, avant, on parlait d'orthosympathicotonie, et notamment, ça, c'est petit clin d'œil à toutes celles qui font de l'iridologie, où on regardait, effectivement, c'est ce qu'on regardait, en fait, c'est comment ce système orthosympathique était tout le temps surstimulé. Et pourtant, certaines femmes peuvent être dans ce mode de fonctionnement, c'est ça qui est terrible, et jamais dire qu'elles ont ce sentiment de stress ou d'anxiété, presque comme si ce mode de fonctionnement était habituel et presque comme si c'était bizarre de ne pas se sentir comme ça. Mais en fait, euh, euh, ça, j'ai vraiment mis le doigt dessus pour moi, hein, parce que des fois, on met le doigt dessus aussi pour soi, de me dire, mais ok, je vois bien que je suis dans ce sentiment d'urgence, que je me suis conformée à ça depuis bien longtemps, et bon. Et moi, dans mes jeunes années, j'ai bu beaucoup de café, beaucoup de cigarettes, donc c'était des choses qui venaient encore plus enclencher ça. Et je me disais, mais en fait, j'ai l'impression que mon corps ne sait pas faire autrement. Il a trop cette habitude. D'où aussi la difficulté du sevrage aussi de ce mode de fonctionnement, parce que bah, il est plutôt bien vu par la société, mais aussi de ces substances qui nous mettent dans le stress, quoi. Et souvent, le café peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase de ce sentiment de nervosité ou d'anxiété. Et alors, figurez-vous que dans notre corps, quand on est avec ce système nerveux orthosympathique, orthosympathicotonie, et ben en fait, le corps va vouloir du sucre. Parce que si le corps perçoit qu'il doit échapper à un danger qui est imminent, il a besoin d'un carburant de la combustion rapide, le sucre. Et donc, une personne qui est en stimulation orthosympathique permanente stocke de la graisse et mange du sucre, a besoin de sucre. D'où aussi, c'est pas qu'une question de. Il y a bien sûr derrière cette envie de ces compulsions sucrées peuvent être en lien avec une addiction, en lien avec. Mais c'est surtout ça, en fait. C'est le corps qui dit, bah ok, je dois faire face à un stress, je dois faire face à un danger permanent qui est celui de. Parce qu'en fait, le corps, il perçoit ça comme un danger je suis en orthosympathicotonie, donc il me faut du sucre pour survivre. Le corps, hein, il a juste comme mission de survivre. Et donc, réduire la charge orthosympathique est indispensable pour perdre de la graisse. Déjà, on voit une première voie d'accès pour toutes ces femmes qui viennent me voir en me disant, j'ai pris du poids, je ne sais pas comment m'en sortir. Alors, avant de passer au déséquilibre endocrinien, je vais regarder vos messages. Alors, peut-être, est-ce que je vous fais intervenir avant de passer à la suite, celles qui ont envie d'intervenir? Comment on fait dans les masterclass? Là, vous êtes assez nombreux, il y a pas mal de. Je vais peut-être juste lire les commentaires pour l'instant. On fera peut-être un débat après en espérant qu'on ait le temps. Je regarde l'heure. Tourne. Ah, le café. Isabelle dit, je me suis sevrée du café car je faisais des infections urinaires à répétition. C'est très acidifiant. Depuis, plus de soucis. Je rebois aussi de temps en temps avec plaisir. Sarah, moi j'aime bien mon petit café en matinée. Dans certaines périodes, j'arrive à m'en passer, mais lorsque je retombe dedans, difficile d'arrêter complètement. Je le coupe avec de la chicorée. Ouais, c'est une solution aussi de petit à petit le couper. Quelle différence entre anxiété et angoisse? L'anxiété, c'est plutôt un terrain de fond. L'angoisse, c'est une émergence. J'ai une angoisse à ce moment-là, je suis tétanisée, je le conscientise, en fait. L'anxiété, c'est plus je suis sur un terrain anxieux. Pour moi, c'est ça, hein. Inora dit, c'est un sentiment général, l'anxiété un peu constant, c'est ça. Alors quand l'angoisse, c'est sur un moment, une crise d'angoisse. Évidemment, quand on a un fond anxieux.
Et dans l'angoisse, il y a aussi des manifestations physiques, dit Maëlle. Tout à fait. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau endocrinien? Eh bien, en fait, il y a, voilà, je vous ai mis tout, l'adrénaline. Donc, en fait, le corps, quand il est dans un sentiment d'urgence, hein, la première chose qu'il va produire, c'est de l'adrénaline, hein. Et l'adrénaline, c'est ce coup de stress. Par exemple, le trac, avant qu'on prenne la parole en public. Euh, j'ai un accident j'ai un accident de voiture, pof, j'ai un gros coup d'adrénaline. Et en fait, ce sentiment d'adresse, on y pense beaucoup pour effectivement des situations sociales ou, ou, ou physiques ou des événements particuliers. Mais en fait, en réalité, ça peut vous arriver tous les jours si vous arrivez, vous ouvrez votre boîte mail et qu'il y a plusieurs centaines de mails à traiter. Ça peut faire un coup d'adrénaline dans le corps, hein. Toutes ces notifications qu'on reçoit sur le téléphone en permanence, c'est un petit coup aussi ça peut être des petits coups d'adrénaline de tu vas encore avoir ça à gérer, tu vas encore avoir ça à traiter. Oh, il y a une information à regarder, vite, vite, il faut aller la voir. Moi, je suis hallucinée. Toi, c'est des gens qui laissent toutes les notifications. On entend en permanence leur téléphone biper, que c'est horrible. Les embouteillages, ça peut être un coup d'adrénaline. Ça y est, j'ai ma to-do list qui va pas se faire, qui va se faire encore moins vite parce que je suis retardée. Faire plusieurs tâches à la fois, la cadence évidemment de nos vies. Et quand on prend un coup de café, comme je l'ai dit, un coup de thé, un coup de sucre, ça aussi, ça va engranger de l'adrénaline. Et l'adrénaline nous conditionne encore à nous presser parce qu'on est en danger. Donc la première hormone du stress, c'est l'adrénaline, donc produite par les surrénales. La deuxième, quand la pression devient chronique, ça va être le cortisol. Alors, le cortisol en quantité optimale, il est génial parce que il nous réveille le matin, il est anti-inflammatoire, il stabilise notre glycémie, il a même plutôt tendance à nous aider à aller puiser dans nos réserves de graisse, si tout est bien fait, s'il est en bonne quantité le matin, etc. Il éveille notre métabolisme le matin. Mais effectivement, quand il est juste produit de façon normale par le corps, hein, par le rythme circadien, euh, ça va. Quand il commence à y avoir une phase de stress chronique, hein, le cortisol va augmenter. Et notamment, on va voir des femmes qui vont nous dire, qui vont parler, enfin des personnes qui vont parler de ne pas arriver à s'endormir. Le cortisol augmente en soirée. On peut même avoir des... Voilà, ça c'est un début de désorganisation de la production du cortisol. Et quand c'est très chronique, alors là, le corps... effectivement, dans le burn-in, on a vraiment une production de cortisol très, très importante, tout le temps, voilà, et le corps se dit qu'il est en danger durable et il se met en mode survie. Et donc le cortisol, comme ça, quand il est vraiment produit de façon plus, hein, plus, là dans le questionnaire c'est cortisol plus, ça va ralentir le métabolisme, on va avoir des fontes musculaires parce qu'il faut à tout prix donner au corps le maximum d'énergie pour qu'il puisse faire face au danger. Et dans le même temps, il va y avoir un phénomène de stockage des graisses, et notamment autour de la taille, et notamment derrière les bras. Ce fameux ventre que l'on prend autour de la taille quand on a une période de stress chronique, euh, et ben en fait, c'est typique d'une période où il y a eu trop de production de cortisol, hein, burn-in si on veut. Il augmente l'appétit, et il peut être lié à un stress silencieux qui a augmenté progressivement. Elle parle dans son livre d'un stress qui a augmenté au fil des années, euh, qui peut être comme quand on est une grenouille, vous savez l'histoire de la grenouille qu'on plonge dans l'eau froide et puis on fait monter la température pour la cuire. La grenouille, en fait, elle va jamais se rendre compte qu'elle est dans sa casserole d'eau chaude, parce que l'augmentation de la température est progressive. Mais si tant est qu'à un moment donné, effectivement, la grenouille, elle va être brûlée, quoi. Bah, avec le stress, ça peut être un petit peu aussi la même chose qui est arrivée. Un stress progressif qui a augmenté progressivement. Et évidemment, tout ça, puisque production d'adrénaline, puisque production de cortisol, au bout d'un moment, fatigue surrénalienne. Et c'est là où on retrouve ces femmes
épuisé et tendu. Et une des choses aussi caractéristiques de cette fatigue surrénalienne, c'est la raideur. Le matin, on se réveille et on est tout raide. En fait, il, il y a des personnes qui me disent, il me faut une demi-heure, trois quarts d'heure avant que je commence à pouvoir bouger, etc., etc. La difficulté à s'endormir après 22 heures, il peut y avoir aussi ça dans ce syndrome-là et se sentir moins bien après le sport. C'est-à-dire que le sport, on peut se dire c'est bon quand on va se décharger. Voilà, on a plutôt nous tendance à penser en naturopathie que le sport est toujours un bienfait, mais pour quand on arrive dans une fatigue surrénalienne, là le sport peut être plus difficile à pratiquer parce qu'on se sent moins bien avec le sport. Voilà, là, je vous ai mis des petits profils optimal de cortisol. Donc, ce que je vous disais, optimal, c'est quand on produit bien son cortisol, quand on a effectivement un pic de cortisol le matin, c'est normal. Ça met en route le métabolisme, ça favorise d'ailleurs plutôt le fait de brûler les graisses. Parce que voilà, ces prises de poids, cette inaptitude à aller retaper dans les stocks de graisse, c'est bien parce que le système nerveux est déréglé et les surrénales sont déréglés. Donc ça, voilà, c'est le profil optimal, hein. Euh, il va décliner tout au long de la journée ce cortisol jusqu'au soir et là, on dort. Euh, C'est là la mélatonine qui va être produite pour l'endormissement. Donc une personne qui est comme ça, ben, le matin, elle se sent mais la patate, elle se réveille, elle est capable de faire du sport dès le matin, même sans manger, elle assure toutes ses activités, mais le cortisol chute après. Il n'y a pas de pic dans la journée. Il n'y a pas une espèce de plateau. Et en fait, quand il y a eu fatigue surrénalienne, là, on se retrouve avec une personne, elle arrive à peine à produire la moitié de son cortisol pour se réveiller. Donc, la sortie du lit est très difficile, hein. C'est ce que vous voyez dans les questions cortisol moins. J'ai du mal à sortir du lit. Je rame après les repas. Je suis crevée toute la journée. Je suis à plein en fin d'après-midi. Voilà, bref, ça c'est fatigue surrénalienne. Là, on est effectivement proche du burn-out, hein. Même Tout est OK jusqu'ici, ça va? Ça suit? Regarde, il n'y a pas de questions. Bon, super. Donc, et par rapport au syndrome de la femme pressée, du coup, par rapport à ce stress permanent, qu'est-ce qui va se passer sur nos hormones sexuelles, puisque voilà. Sur les oestrogènes, en fait, en général, ça va nous amener à une hyperœstrogénie dans le tableau. Pourquoi? Parce que justement, il va y avoir surtout un manque de progestérone. C'est souvent une hyperœstrogénie relative au manque de progestérone. Mais aussi, on le verra, hein, parce que la prochaine masterclass, on va se centrer sur les oestrogènes, mais aussi parce qu'il peut y avoir des grandes fluctuations en préménopause de production d'œstrogènes et elles vont être encore plus ressenties dans ce contexte-là. Il y a cette hypersensibilité ou parce qu'il y a un manque d'élimination. Évidemment, quand on est, ce que je vous ai dit, quand on est tout le temps en orthosympathique-otonie, hein, le système parasympathique tout le temps très actif, on ne fait pas bien nos éliminations, nos détox hormonales et notamment on détoxe mal les œstrogènes. Et on peut se retrouver en hyperœstrogénie à cause de ça. On y reviendra aussi dans la prochaine masterclass sur les œstrogènes. On fera un focus aussi sur le foie, comment il se comporte dans ces situations-là. Et évidemment, quand on est en hyperœstrogénie, eh ben, comme avec le cortisol, message de stockage des graisses au corps. Vous voyez, on commence à décortiquer aussi le pourquoi de la prise de poids à la préménopause, ménopause, hein. C'est pas une fatalité, c'est pas à cause de mon Dieu, on arrive dans cet âge-là. C'est bien parce qu'on a ces comportements-là et ces dérèglements hormonaux-là. Donc la progestérone, bah, c'est notre hormone de fertilité. Et si la vie est menacée, parce que c'est comme ça que le vit le corps, tous ces comportements, tout ce stress, c'est que sa vie est menacée. Il est en mode survie. Donc c'est pas le moment de faire un enfant. Donc c'est pas le moment de produire de la progestérone. Donc plus le fait que
La prégnénolone, qui est le précurseur de la progestérone, va plutôt être mobilisée pour produire du cortisol. C'est ce qu'on appelle le prégnénolone style. Le vol de prégnénolone pour aller vers la production, c'est une expression, hein, on est d'accord, pour aller vers la production de cortisol, et bien tout ça nous amène vraiment à une baisse de production de progestérone. Or, notre progestérone est anxiolytique et antidépressive. C'est une des molécules dans le corps qui est les plus puissantes là-dessus. Souvent, vous avez des femmes qui sont assez anxieuses et qui vivent en fait leur période de grossesse comme un grand moment de plénitude parce que justement, pendant la grossesse, on est shooté au progestérone. À la progestérone. C'est pas dire qu'on est hypersensible, on peut être sensible à plein de sujets, hein. Moi, je me souviens, pendant mes grossesses, j'allais au cinéma, je pleurais comme une madeleine. Dès qu'il y avait une émotion, je la vivais plus. Mais par contre, j'avais une espèce de plénitude, j'ai pas du tout de dépression pendant l'hiver, etc. Enfin, c'est quand même une super molécule anxiolytique et antidépressive. Et donc, vous voyez ce qu'on manque, ce manque de progestérone chez ces femmes va entraîner encore plus de sentiments de stress. Je regarde vos questions pour voir qui peut. On peut le voir juste par la clinique, la fatigue surrénalienne. Oui, tout à fait, c'est les questions que je pose dans le questionnaire, justement. Mais on va pas poser ce nom, ce terme de fatigue sur... Enfin, on va faire attention, Jessica, à ce qu'on va dire en consultation, puisqu'on n'a pas le droit de poser de diagnostic. Donc, on ne peut pas dire épuisement surrénalien, qui est le diagnostic médical. On pourra dire une fatigue des surrénales. Voilà. Bah, en fait, le mécanisme, c'est simplement que Alors, Jessica pose la question, quel mécanisme fait la prise de poids, stockage de graisse en hyperœstrogénie, si tu peux réexpliquer. C'est simplement que sur nos cellules adipeuses, nos cellules de stockage du gras, il y a des récepteurs à œstrogène. Et quand on a beaucoup d'œstrogène qui circule dans le sang et qui vient se mettre sur ces récepteurs, la cellule graisseuse a ce message de stockage, plus ou moins répartis dans le corps en fonction des choses. Évidemment, vous voyez bien que bah, au moment de la puberté, par exemple, le réveil des œstrogènes va venir activer le stockage de graisse, par exemple, sur les seins, qui va venir faire développer nos seins. De même, on le voit, hein, une femme qui a beaucoup d'œstrogènes, en général, quand on a des profils de famille où il y a beaucoup d'oestrogènes, on va avoir des poitrines assez généreuses, des hanches aussi assez généreuses, etc. C'est pas réparti de façon homogène sur le corps. C'est de la même façon que le cortisol, il va surtout favoriser une prise de poids au niveau abdominal, cette graisse viscérale. Les œstrogènes, ça va peut-être être un peu réparti de façon différente, mais ça reste, voilà, le mécanisme, c'est simplement celui-là, hein, les récepteurs à œstrogènes. Donc, je vous avais affiché ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que je voulais que je vous y revienne? Donc, ce fameux déficit en progestérone, hein, ce que je vous avais présenté dans la masterclass, c'est bien que, en fait, les femmes, les motifs de consultation, ça va être tout ce que vous avez à droite. En tout cas, en termes de féminité, ça va être des cycles menstruels irréguliers, du spotting, des migraines pendant les règles, des règles abondantes, de l'endométriose, un syndrome prémenstruel assez important, voire un TDPM, de l'hypofertilité et parfois des pathologies, fibromes, adénomiose, kyste, cancer du sein, dépression, troubles anxieux, TDPM, tout ça, c'est en lien souvent avec un déficit en progestérone. Alors attention, bon, il y a peut-être des petites nuances sur le TDPM, mais c'est pour ces motifs-là, en fait, féminins, que les femmes vont venir. Mais vous voyez bien que le syndrome de la femme pressée, c'est un tableau bien plus large, et peut-être que les femmes vont venir vous voir pour de la fatigue chronique, de l'épuisement, du stress, de l'anxiété, de la prise de poids, etc., etc. Tout ça va être dans le tableau. Mais quand vous creusez, par exemple,
Sylvie, on a parlé d'un cas là qu'elle a eu récemment, euh, qui est une personne qui est venue la voir surtout pour de l'hypothyroïdie, mais quand on creuse, elle est en préménopause et elle a tous ces symptômes aussi féminins qui sont déréglés. C'est logique. Donc on va après, évidemment, quand il y a un déficit en progestérone, aller chercher toutes ces causes. Donc on en a vu une sur le syndrome de la femme pressée, mais on y reviendra dans les études de cas, évidemment. Comment on va aller chercher ces causes? Est-ce qu'il y a une dysovulation, une insuffisance lutéale? C'est bien souvent le cas. Excès de testostérone, excès de prolactine, manque d'hormones thyroïdiennes, des problèmes métaboliques avec trop de sucre, taux d'insuline, de l'inflammation, etc., un foie engorgé. Bon, on y reviendra sur toutes ces causes au fil des, des des études de cas, bien sûr. Et nous, on aime bien aussi remonter à la cause de la cause, qui sont bah, évidemment tous ces comportements. Et dans ces comportements, ouais. Et dans ces comportements, on a effectivement une malbouffe, parce que ces femmes-là, je vous dis souvent, elles vont être en carence alimentaire. Elles vont grossir, elles vont pas comprendre parce qu'elles vont manger de moins en moins. C'est les femmes qui ont pu faire beaucoup de régimes, tester des régimes pour être maigres. Et dans cette période-là, avec ce syndrome-là, elles peuvent faire des super restrictions caloriques. D'abord, elles vont avoir du mal à ne pas manger de sucre. Ça va être un appel impossible pour répondre à cette physiologie-là. Mais en plus, elles vont prendre du poids, parfois en mangeant assez peu de calories. Évidemment, le changement, c'est surtout pas de. Évidemment, il y a tout ce qui est désynchronisation du rythme circadien, l'effet des écrans. Bon, on l'a vu sur l'effet diabolique sur le stress, mais il y a aussi l'effet diabolique sur la désynchronisation du rythme circadien, la sédentarité et effectivement tout ce surmenage. J'aime bien aussi le terme de surmenage, parce que surmenage, donc on a évidemment les surrénales en première ligne pour essayer de faire face, et en deuxième ligne, on a les thyroïdes, hein. D'où aussi le fait que la thyroïde, voilà, dysfonctionne. Alors, on a Sarah qui nous dit les seins, on voit aussi ça à la ménopause, effectivement. Dans la prise de poids après ménopause, on peut voir des seins qui gonflent aussi, qui prennent plus de. Et oui, Jessica dit quand elles bloquent leur métabolisme en mangeant peu, pas simple, car j'avais eu le cas une fois. Voilà, tout à fait, c'est ce que je disais. Elles peuvent se dire, bah tiens, je grossis, mon réflexe, c'est je veux maigrir, donc je mange moins. Mauvais réflexe parce que le corps déjà il se sent en danger. Et si en plus il a même des restrictions caloriques, pour lui ça va être un autre danger. Tant qu'on est jeune, ça passe, ça peut marcher. Mais petit à petit, au fil des années, ça va de moins en moins marcher. Et d'ailleurs, chez les jeunes d'aujourd'hui, ça marche de moins en moins, hein. On le voit, les morphologies des jeunes femmes changent beaucoup. Alors, je parle des jeunes femmes hein, parce que c'est ma spécialité, mais évidemment les jeunes hommes aussi, hein. C'est pas pour dire. Alors, comment on fait pour accompagner ces femmes pressées? Est-ce qu'on va rajouter une to-do list de naturopathe à la femme pressée et augmenter son stress et sa culpabilité? Voilà, c'est notre grand risque. Parce on sait tout ce qu'il faudrait faire pour les sortir de là. En termes alimentaires, en termes d'hygiène de vie, en termes de routine, en termes de sport, etc., etc. Mais si nous, on commence à se faire un super plan d'hygiène vitale, conseiller, enfin appelez-le comme vous voulez, avec une to-do list supplémentaire qui va venir s'ajouter à sa to-do list et une culpabilisation de ne pas réussir en plus à suivre les conseils qu'on va lui donner et elle va se dire, bah mince, je saurais quoi faire, mais je n'y arrive pas. Est-ce que c'est la bonne voie? Je vous laisse méditer 2 minutes là-dessus. Et c'est là que nous, évidemment, en tant qu'éducateurs de santé, ce qui va être le plus important, c'est d'expliquer aussi que ce mode de fonctionnement, le plus important et le plus difficile, hein, c'est pas simple, parce que nos consultes sont quand même pas si longues, et que déjà le temps qu'on fasse l'anamnèse, ben, du coup.
Mais c'est d'aller pointer en fait certains comportements et leur impact sur la santé. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre du temps aussi, parce que déconstruire un comportement, comme je l'ai dit, c'est pas rapide, mais il y a vraiment, vraiment urgence à faire comprendre ça aux femmes. Et justement, le docteur Libby Weaver, elle a fait beaucoup de conférences, beaucoup de communication pour faire comprendre ça. Elle a une sacrée capacité. Ça donne envie. Je me dis qu'il faudrait qu'on fasse ça. Alors, les bases de la reconstruction, bah, évidemment, en termes d'alimentation, c'est d'aller vers une alimentation réparatrice, nutritive, surtout bien nourrissante. Les fameux 3 V, variés, végétal, vrai, varié. Les 3 V de- j'ai perdu son nom. Des légumes verts, pas de café, pas de thé, limiter l'alcool, le temps de la réparation, évidemment. Et ça, en termes alimentaires, je pense qu'il ne faut pas aller vers des choses très compliquées, mais juste dire manger des choses qui vous nourrissent. Bon, encore une fois, comme j'étais la semaine dernière chez ma sœur et que je préparais cette masterclass, je la voyais. En fait, elle mange des choses qui sont... Elle prépare, elle n'a pas le temps. Ma sœur, c'est vraiment typique aussi, une femme pressée. Donc le week-end, elle se fait un peu de batch cooking quand même, parce qu'elle a quand même quelques bases grâce à sa sœur naturopathe de manger des légumes. Mais elle fait un batch cooking pour la semaine et elle se prend ses gamelles au boulot de légumes qui ont cuit le dimanche. Elle en mange jusqu'à presque la fin de la semaine. Des légumes qui n'ont plus aucune vitamine, quoi. Avec un petit bout de pain, une bonne restriction calorique, et en fait, du coup, bah, elle craque sur des trucs sucrés régulièrement parce que bah, son corps, il a besoin de sucre, il a besoin de manger. Donc manger, 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 manger nutritif, manger, prendre le temps au repas de bien manger, bien mâcher. Mâcher peut être une activité qui fait passer en mode parasympathique, hein. Se poser, respirer, mâcher. Activité physique réparatrice, surtout de pas aller trop vite vers du cardio, du speed, du stress, mais des choses vraiment yin yoga, yoga restaurateur, qigong, yoga nidra. Bon, là, il faut discuter avec la personne, c'est ce qu'elle a envie de faire et où est-ce qu'elle a envie d'aller. Et c'est ces activités-là qui vont rééduquer le corps. Moi, des fois, je parle comme ça aux femmes, hein, je leur dis, il faut réapprendre à votre corps à se relaxer, à être dans une phase restauratrice, réparatrice. Et c'est pour ça que c'est intéressant, là, ce yoga restaurateur. Je commence un peu à l'explorer, je ne le connais pas bien, mais c'est vraiment un truc où on se met dans une posture la seule chose qu'on attend, c'est que le corps, il lâche ses tensions, il se restaure. Et c'est là qu'on passe vraiment dans un système parasympathique clair, parce que quand on est tendu et qu'on dort, on n'a même pas un sommeil assez réparateur. Donc évidemment, pour retrouver un sommeil réparateur, il faudrait presque faire des cures de sommeil pour ces femmes-là. Pendant une semaine, tous les soirs, on se couche à 9 heures avec la tisane qui va bien, l'audio qui va bien, l'hypnose, machin, tout ce que vous voulez. On a arrêté les excitants, on a recalé le rythme circadien avec la lumière. Ça, je pense que je vous ferai un atelier aussi là-dessus. Et on se protège des écrans le soir pour avoir vraiment ce bon sommeil réparateur. Retrouver des rituels de solitude, de respiration, d'olfaction, de musique, de danse, de simplicité, de bain, tous ces rituels d'automassage qui nous font du bien. Je pense qu'une des voies aussi de retour à un fonctionnement plus normal, c'est aussi d'être plus dans son corps, de dire bah, le week-end, voilà, moi j'ai senti, je commençais à être un peu en surchauffe en fin de semaine dernière. Euh, euh, et bah, ce week-end, j'ai dit, bon, ok, je coupe les réseaux. Bon, je fais un petit tour samedi matin, dimanche matin, mais j'avais besoin à un moment donné de revenir vraiment dans mon corps, d'être dans la danse, la musique, la marche, les paysages. Très important pour que le corps, même s'il y a des moments
on va être dans des phases de stress, c'est normal, il y a la stimulation du boulot, la stimulation, on va pas non plus réformer toutes les habitudes de vie, mais qu'au moins il y ait ces alternances. Ces rituels, c'est plus d'offrir au corps des moments d'alternance où il va revenir en parasympathique, en restauratif, en relaxation, en pause, en sécurité. Le yoga restauratif, c'est des pauses aussi où on se sent en sécurité. On est soutenu par des bolsters, par des machins, par des trucs. C'est pas un yoga où tout à coup il faut à nouveau être en insécurité parce qu'on n'arrive pas à faire l'étirement qu'il faut, le machin qu'il faut, le shava, la posture sur la tête qu'il faut, etc., etc. Là, dans le yoga restauratif, on se pose sur des coussins. Évidemment, dans la féminité, on va aussi se reposer préférentiellement pendant les règles et écouter son corps, poser ses limites. La marche est très bénéfique, dit Karine, en pleine nature. Ouais, tout à fait, j'aurais pu rajouter la nature qui fait aussi beaucoup de bien et la marche. On dit qu'il faudrait qu'on marche une demi-heure par jour pour être bien dans son corps. La sophrologie, dit Colette, avec le travail de respiration, de visualisation, aide beaucoup à se reconnecter à son corps et apporte beaucoup de bienfaits. Ouais, super Colette. Si tu connais la sophro, ça serait super si on faisait un atelier là-dessus. Donc voilà, pour équilibrer le système nerveux, du coup, ben, respirer, les respirations, super importantes. Toutes ces activités, effectivement, de yoga, de qigong, de sophrologie, de respirologie, hyper importantes. La nutrition, mâcher, 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 se poser, au moins que le moment du repas soit un moment de relaxation pour bien digérer. Petit déjeuner à base d'œufs, petit déjeuner protéiné, ne pas lésiner sur toutes les protéines, les acides aminés, c'est hyper important. Remplacer le café, ok, on l'a vu, par du thé vert, des tisanes, insister sur les oméga 3 évidemment, pour le système nerveux et les minéraux. On insiste beaucoup sur le magnésium. Bon, là-dessus, vous êtes au point. Dans les plantes, évidemment, pour aller vers les bourgeons de figuier, de tilleul, les plantes romarin, valériane, passiflore, tilleul, escolzia, mélisse, ginseng, s'il y a vraiment de la fatigue, les huiles essentielles en respiration d'oroche, de petits grains bigarades et des fleurs de bac adaptées à la personne. Augmenter la progestérone permet d'augmenter le GABA, en fait. La progestérone a une affinité avec les récepteurs d'activation des récepteurs à GABA et de production de GABA. Le GABA, vous savez, c'est ce neuromédiateur qui nous permet de justement revenir dans une sorte de zénitude. C'est ce qu'on active, le GABA, on en produit pas mal quand on fait de la méditation. Vous voyez, c'est le neurotransmetteur de la méditation. Pour le soutien des surrénales, ben, toujours penser que l'ocytocine, c'est un bon contrepoids du cortisol. Et donc l'ocytocine, ça va être tout ce qui va être vie sociale, amitié, câlin, animaux de compagnie, musique, activité ressourçante, gratitude. Donc pensez-y, hein, quand vous voyez ces femmes-là, c'est ce que je vous ai dit dans l'équilibrage, aller vers un nouvel équilibre de vie. On peut insister sur toutes ces activités qui nous permettent de produire de l'ocytocine. Se faire des câlins, juste câlins, hein. J'ai pas dit faire l'amour, même si faire l'amour, c'est un plus, mais faire des câlins euh, avec ses proches, avec ses amis, ça fait vraiment du bien pour que le système baisse la garde et diminuer la production de cortisol. Bah, en nutrition pour les surrénales, on a surtout les vitamines groupe B, du groupe C, le cholestérol, puisque c'est lui qui est, voilà, et des vrais aliments, hein. Là, c'est tout. On aura une masterclass hein, spécifique sur le cortisol. Donc, très rapidement, je vous ai mis hein, les plantes, évidemment, ashwagandha pour les anxieuses. Vous la connaissez toutes beaucoup, la ashwagandha. La rhodiole, l'éleutérocoque pour les épuisés, la réglisse pour les hypotendus. Le pissenlit s'il y a rétention d'eau. L'astragale pour les fatigues chroniques. Voilà, je vous en ai mis quelques-unes, mais on y reviendra. Voilà. Ok, Marine, tu regarderas la fin. Merci d'avoir été là. Oui, il est déjà.
Je vais vite passer, il est déjà. Et donc, nous, il va être hyper important donc, de soutenir la production de progestérone, donc d'avoir une bonne phase lutéale, donc d'avoir une bonne ovulation. Donc, ça, on le verra plus dans la phase œstrogène, comment rétablir les conditions d'une bonne ovulation. Mais évidemment, c'est ça qui est en question. La progestérone, elle, alors, souvent dans le SPM, on se dit, ah oui, mais bon, elle aiguise effectivement la sensibilité, c'est comme pendant la grossesse, hein. Mais du coup, on voit toutes les choses qui vont pas, qui vont et qui vont pas en plus grand. Et souvent, ce que les femmes n'aiment pas, c'est que ça va leur faire une loupe de grossissante sur ce qui va pas. Là où elles se sont laissées empiéter sur leur territoire, là où elles se sont pas respectées, là, souvent, il y a des questions de territoire, voilà. Là où se sentent stressées, ben, pendant la phase lutéale, pendant le syndrome prémenstruel, ça va être amplifié. Mais quand une femme sait bien l'utiliser, cette progestérone, au contraire, ça peut être vu sur ce versant positif de je peux avoir plus de créativité, plus de vision, j'ai une meilleure acuité pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Ce que je vous ai dit, il y a une synergie avec le GABA et elle est légèrement antidépresseur, mais là-dessus, il y a un peu une ambiguïté. Chez certaines femmes, ça peut être une action antidépressive, chez d'autres, plus une action dépressive. Donc, il y a une ambivalence de la progestérone là-dessus. Et elle a tendance à équilibrer les œstrogènes. C'est le bon contrebalancement parce que autant les œstrogènes vont faire multiplier les cellules, grossir les cellules, autant la progestérone, elle va avoir tendance à aider à la différenciation cellulaire, à la vascularisation et à la prévention des cancers et des fibromes. Au jour d'aujourd'hui, on ne donne plus aux femmes qui sont en ménopause, on ne donne plus d'œstrogènes sans progestérone, hein, parce qu'on sait très bien que sans progestérone, on a des risques de cancer. Donc pour la progestérone, dans les comportements, c'est important d'essayer de trouver un meilleur équilibre vie familiale, vie professionnelle, dire non, ralentir, prendre soin de soi, se sentir en sécurité. Donc voilà, je mets ces items un peu rapides, évidemment, à vous après de voir comment dans les séances vous l'abordez avec la personne. Mais c'est bien parce qu'on aura mis en place un tableau euh, avec le questionnaire sur les hormones assez clair avant de rentrer dans la séance, qu'on va avoir de l'espace pour parler de tout ça avec la femme pendant la séance. Pour la nutrition, évidemment, important de savoir s'il y a suffisamment de cholestérol. Attention aux femmes qui ne mangent plus du tout de gras, de gras, de gras animal, parce que le cholestérol, c'est dans la graisse animale, hein, principalement, plus de beurre, plus de graisse, pour des questions parfois de rester mince ou de sensibilité écologique, bah, ça va nous faire souvent des problématiques de manque de cholestérol. Éviter le jeûne intermittent, qui va, notamment dans la phase lutéale, faire baisser la production de progestérone, hein. Donc, pas de jeûne intermittent pour les femmes qui sont déjà en déficit de progestérone, notamment dans la phase lutéale, hein. Des légumes racines, des féculents, tout ça, ça va aider. De l'huile d'onagre, des graines de lin, de tournesol, tout ça, ça va aider à la production de progestérone. Et dans les plantes, on a le bourgeon de pommier de framboisier, l'alchémie, qui est ma préférée, l'avoine, le gâtillier, mais le gâtillier à utiliser avec beaucoup de parcimonie et dans des cas très particuliers, et des plantes pour une bonne ovulation, parce que quand on aura une bonne ovulation, on aura a priori une bonne phase lutéale. Je vous ai mis un petit protocole d'huile essentielle à effet progestérone-like et qui régule la sérotonine, notamment pour ces femmes qui ont des problèmes au niveau SPM. Petit grain bigarade, romarin à verbédone et noix de muscade en huile végétale. Ça, c'est un petit mélange proposé par Aude Maillard qui est assez facile à faire. On a deux huiles essentielles et une huile végétale. Et du coup, se masser le haut des cuisses matin et soir pendant la phase SPM. Une petite citation de Libby Weaver. Jamais auparavant, je n'avais observé dans mon travail autant de femmes prises dans cette course effrénée pour tout faire. Et cette urgence implacable, cette illusion de ne pas avoir assez de temps, combinée à une to-do list dont on ne voit jamais le bout, a des répercussions importantes sur la santé des femmes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter là
la masterclass et puis voir si vous avez des questions. Je vous mettrai bien sûr le diaporama sur Notion. Et est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points où c'était un peu complexe, compliqué, des choses voilà, que j'ajuste aussi pour éventuellement les prochaines masterclass? Ah, je vois qu'il y a une petite intervention dans le chat. Pourquoi le haut des cuisses, c'est pas le bas-ventre? Pour la synergie, elle dit le haut des cuisses parce qu'en fait, la peau est parfois plus fine que le bas-ventre. C'est pour que ça passe plus facilement dans la circulation sanguine, en fait. Super ta masterclass, dit Véronique, merci. Bien faite et agréable. Ouais, j'ai fait un joli diaporama où on voyait plein de femmes. Peut-être, je sais pas, j'ai réussi à faire qu'elle soit pas trop lourd, le fichier soit pas trop lourd, je vous le mettrai. Ok, super. Ok, d'accord, dit Nora qui a envie de creuser le sujet. Voilà, ouais, c'est vrai que ben, là, on est sur un. On le creusera hein, au fil des consultations, au fil des trucs, mais est-ce que vous voyez, du coup, vous vous êtes reconnu ou vous avez reconnu des clientes ou des amis ou des personnes de votre entourage? Ouais. Hmm. Ok, super, merci, c'était intéressant. Voilà, moi, c'est comme ça que j'aime bien aborder la naturopathie. On a un fond, on est obligé aujourd'hui d'avoir un fond physiologique assez pointu. On nous a poussé vers la médecine fonctionnelle, mais n'oublions pas aussi qu'on a des personnes en face de nous. Gardons le temps de comprendre qui elles sont et comment elle fonctionne. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce bouquin, que j'ai lu comme, voilà, je peux le relire 15 fois d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de choses, il est énorme, et que voilà, j'ai essayé de vous en faire, vous en donner la substantifique moelle, parce que j'ai tellement vu aussi le fonctionnement, notre fonctionnement. Alors, moi, je mets pas l'anathème sur les femmes, je mets pas l'anathème sur rien. C'est super qu'on ait acquis le fait de pouvoir avoir une vie euh, épanouie sur tous les plans. Mais attention, parce que ça nous amène justement à des excès, en fait, et à tirer le corps des femmes vers des choses difficiles, quoi. Stella dit, bon rappel de ce que tu nous as appris à l'école, très intéressant. Ouais, mais des fois, tu vois, Stella, on a besoin de le revoir et le revoir, parce que c'est effectivement, je vous en ai déjà parlé. Ok, super. Plus qu'à acheter le livre maintenant. Ouais, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez l'acheter. Ça vaut le coup de le lire. Là, je vous ai mis vraiment ce que je vous ai dit, la substantifique moelle. Alors, Zélie dit, je reconnais tellement de femmes qui m'entourent et moi aussi à plusieurs niveaux. Je regarde le bouquin, une idée de cadeau pour elles. C'est un peu complexe à donner, Zélie. Je sais pas si j'en ferai un cadeau. C'est ce qu'il va nous falloir, à mon avis, le challenge, c'est de réussir à vulgariser tout ça. Pour moi, c'est quand même un bouquin. Alors, ce qui est intéressant, je vous ferai peut-être. J'ai failli vous faire ça, puis la prochaine fois, je vous le ferai. Elle a des petits encarts de choses vulgarisées qu'elle a écrites pour des journaux, pour des magazines, pour des conférences. Et là, c'est peut-être ce genre de choses qu'il faut qu'on arrive à communiquer, pour faire comprendre leur fonctionnement. Pauline dit oui, je me rends compte qu'énormément de femmes sont concernées. Ouais, merci. Et Nora dit, voilà, je me suis reconnue comme j'ai dit avant, mais aussi une de mes proches qui court après le temps littéralement. Je vais peut-être lui glisser subtilement le sujet. Ouais, c'est pas facile. On se dira entre nous comment on a réussi à en parler à celle qu'on connaît. En tout cas, c'est pas évident. En tout cas, ce qu'on peut faire déjà, c'est se poser la question, déjà dans nos séances pour celles qui sont demandeuses, qui viennent nous voir, hein, parce que c'est difficile pour notre entourage quand il n'est pas demandeur, hein. Moi, je vous déconseille de faire grand-chose à ceux qui sont pas demandeurs. On se reçoit des portes, les gens comprennent pas du tout. D'ailleurs, à ce propos, euh, je sais pas si vous connaissez Charlotte Hoffman, moi j'adore, c'est ma maître spirituelle actuelle. Charlotte Hoffman. Et elle a fait pour celles que ça intéresse, cette question dans la relation d'aide, sa dernière vidéo est là-dessus. Et en plus, elle prend à un moment donné un exemple, une naturopathe.
qui veut donner des conseils à sa grand-mère qui bouffe une alimentation inflammatoire et qui se plaint de douleur. Et vous verrez. Charlotte Hoffman, sa dernière vidéo sur la relation d'aide. Donc, le conseil, c'est une la personne ne vous a pas demandé quelque chose, vous lui dites rien. Par contre, pour celles qui viennent nous voir en séance, c'est bien notre question. Nous, on a quand même des femmes qui viennent nous voir en séance, et là, c'est justement bon, justement de se dire, bah voilà, j'accueille vous si vous êtes centré, si vous êtes justement pas dans le stress, si vous pouvez poser déjà un espace d'accueil, un cadre où elle peut se poser, c'est déjà énorme. Parler de tout ce qu'elle vit. Et vous voyez, parler de tout ce qu'elle vit aussi dans son ressenti de tout ça. Et nous, avec notre accueil bienveillant, ouvert, sans jugement, tout ce qu'on sait faire, déjà avoir un espace de respiration et de compréhension et de sororité, de se dire, ah mais elle me comprend aussi quand je lui parle de tout ça. Et nous, on sait que derrière, c'est tout ça qui nous amène à... Moi, ça m'est arrivé des fois de faire des petites séances speed dating naturaux dans un cowork où bosse ma fille et puis une femme, rien que de lui dire, mais regarde, dans ta journée, est-ce qu'il y a des moments, est-ce que tu alternes les moments où tu es tout le temps dans le speed et des moments où tu t'autorises à juste te relaxer, quoi. Cette petite, rien que ce truc de petite routine dans la journée, de moments de relaxation. Moi, j'aime bien les choses simples et puissantes. Alors, Colette dit merci beaucoup pour cette masterclass. Effectivement, c'est très intéressant, tous ces liens et cause à effet. Pour être honnête, je crois encore avoir quelques aspects à régler là-dessus. Oui, j'avais vraiment envie vous avez tout envie de lire le livre maintenant. Tu peux nous écrire son nom? J'ai des 30. Son nom à Jessica, tu veux le nom de... Vous pouvez prendre la parole, hein, maintenant, on est en... Je vous trouve... Charlotte Hoffman. Ah, ok, ça marche. Ouais, je vais t'écrire dans le chat. Hoffman. Ouais, Charlotte. Je pense que c'est ça. Elle est hyper sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube. Elle est hyper connue, hein. Elle a beaucoup de suiveurs. Moi, je l'ai rencontrée. Je l'ai découverte. Ça faisait partie de ses. Merci à toutes celles qui étaient là, hein. Merci celles qui doivent partir. J'ai découvert Charlotte pendant le premier confinement. Ça fait partie de ces gens qui sont apparus sur YouTube et qui avaient un discours un peu spirituel, hein. Bon, ça fait longtemps, donc. Elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, mais en tout cas, sa dernière, vraiment, je vous la conseille. Pour nous. Elle est vraiment pour nous. Enfin, ces deux dernières, parce qu'en fait, celle d'avant aussi est en lien. J'ai des trentenaires dans mes stages de jeunes qui en sont à leur deuxième, voire leur troisième burn-out. C'est fou, dit Isabelle. Ben oui, parce que tous ces comportements, évidemment, ça mène au burn-out, comme disait Enora. Évidemment. Ouais, ouais. Et chez les jeunes, c'est énorme. Et les diagnostics de pourquoi l'endométriose est si mal vécue. Pourquoi le SOPK? Évidemment, c'est aussi sur ce terrain-là que ça va s'amplifier, se potentialiser. Peut-être qu'avant, il y avait plus de femmes, il y avait autant de femmes qui avaient de l'endométriose, j'en sais rien, parce qu'on m'interpelle souvent là-dessus. Mais peut-être qu'elles le vivaient avec effectivement des douleurs pendant. Mais là, maintenant, ça c'est amplifié par ce fonctionnement-là, en fait. Ce système nerveux qui n'arrive jamais à être en phase de réparation. C'est aussi derrière le système immunitaire qui ne fait plus son travail aussi. Enfin bref, il y a des liens sur tout, hein, évidemment. Mais... Ok, super. Encore, vous voulez intervenir, des questions? J'ai été assez vite finalement sur la partie progestérone parce que bon, il y avait déjà eu une première masterclass. On le verra peut-être dans des études de cas, comment on travaille euh, sur la progestérone. Là, j'ai mis rapidement des plantes. Moi, j'adore le mélange. Je sais pas, je vous ai dit, j'adore l'alchémie. C'est ma petite favorite sur la progestérone. Quand j'ai une femme qui a vraiment un SPM très difficile, alchémie avec tout ce qu'il faut pour remonter la sérotonine, soit en plante, soit quoi. Et puis,
Ça fait déjà pas mal. Bon, je vois qu'il y en a qui partent. On va clore ici, alors si c'est OK. De toute manière, tout ça, ça va être à mettre en application dans la pratique. OK, super, merci Sarah. À bientôt. Bon, bah, je clôt ici, c'est OK. Merci à toutes pour votre... Et bon appétit, effectivement, à celles qui n'ont pas encore mangé. Moi aussi, je vais aller manger. Et puis surtout, prenez soin de vous et puis on se retrouve jeudi pour celles qui ont envie qu'on cowork un petit coup. À très La semaine bientôt. prochaine, Irène, je suis pas là du tout en fait, hein. J'anime un stage, donc je vais vraiment pas pouvoir OK, bah, me faut qu'on libérer se... ni jeudi. OK, faudra qu'on se voit pour programmer le yoga des hormones. Ouais. Et puis la Oui, prochaine supervision aussi, parce que on devait faire un truc ensemble, d'accord. ouais. Bah après le 21, en fait, là je serai un peu plus dispo, ouais. OK, ça marche. Merci. Ça roule. Bonne journée à toutes. Je vais arrêter Bonne l'enregistrement. journée.